Pour ce second cours de physique, nous allons étudier spécialement la notion de matière et une seconde notion qui lui est totalement afférente, qui est la quantité. Je vous propose d'abord une petite révision de la notion d'illémorphisme. L'illémorphisme, c'est la conception qui appréhende la réalité sous l'angle bipolaire de la matière et de la forme. Par exemple, une pyramide de bois possède cette caractéristique qu'elle est formée de la forme pyramidale et qu'elle est constituée de bois. Illé en grec veut dire matière, tandis que morphé signifie la forme. Tous les êtres sont doués de matière et de forme, ce qui constitue leur essence. Tel était l'objet de notre cours précédent. Nous avions défini la matière comme étant une indétermination et une potentialité vis-à-vis de la forme, cela s'entend. On distingue la matière seconde, douée de forme, et la matière prime qui est pure potentialité. La matière or, par exemple, ou la matière marbre sont déjà des matières qui sont douées de forme. En effet, l'or n'est pas du marbre et il est distingué par le fait qu'il est métallique, qu'il peut être fondu, tandis que le marbre est une forme calcaire, blanche, froide, solide. Nous voyons qu'il y a déjà une certaine détermination dans les matières premières. Mais si on remonte au concept même de matière, en tant que concept philosophique, en tant que la matière pour la matière, on voit qu'elle est potentialité vis-à-vis d'une forme. Si on prend cet élément matériel, il peut soit être doué de la forme or, soit doué de la forme marbre. La matière prime est donc la matière première du cosmos, de l'univers. En tant que telle, elle est pure potentialité, capable de se diversifier en de multiples êtres et de multiples formes correspondantes. La définition de la forme. La forme est au contraire la détermination de la matière. C'est la forme qui va déterminer ce qu'est l'être en déterminant, en spécifiant la matière. C'est l'agent de l'être, si on veut. C'est la forme qui produit l'être dans l'être. La forme est la détermination en termes de capacité au mouvement dans l'être. C'est ainsi que nous avions pu, au cours précédent, apporter une définition de la notion de nature. Par exemple, la forme ronde d'une boule de papier lui permet de rouler, tandis que la forme avion de ce même papier lui permettra de planer. Nous allons aujourd'hui aller au-delà de l'illémorphisme. Nous allons entrer plus profondément dans ces notions qui constituent la connaissance de la réalité. Nous nous proposons donc d'observer un peu le monde qui nous entoure. En première observation, nous pouvons voir qu'il y a une différence de quantité. Par exemple, un lézard de 13 cm n'est pas un crocodile de 8 mètres, tout en étant des animaux du même genre et de la même espèce. Ce sont deux reptiles. La quantité, comme bon nombre de concepts philosophiques, ne peuvent pas se démontrer. Alors vous allez dire, oui, c'est quand même ennuyeux, on ne peut pas nous prouver que ce qu'il raconte, c'est vrai. La question n'est pas du tout là, puisque de fait, nous n'y pouvons rien. La quantité ne peut pas se démontrer, elle peut uniquement se décrire parce que c'est un genre suprême. En effet, la quantité est observable dans la nature, mais elle n'est pas démontrable. On ne peut pas prouver qu'il y a de la quantité. Je ne peux pas prouver que ma peau est matérielle. Je ne peux pas prouver que la quantité existe. La quantité, lorsqu'on l'observe dans la nature, c'est le domaine du grand et du petit. Dit comme ça paraît très simple, mais nous allons voir que cela a des implications intéressantes et que nous allons développer. Si nous voulons apporter une définition précise de la quantité, c'est la caractéristique. La quantité se caractérise par la divisibilité interne. On va parler du verbe quantifier. On quantifie la matière et non la forme. Pourquoi parler de divisibilité ? En fait, pour compter, parce qu'en fin de compte, nous allons vite arriver à la notion de nombre et de chiffrage, de masse, de notions numériques, de notions de quantité en fait.
La quantité, c'est pouvoir compter les parties divisibles de tel être, de telle chose, qui nous permettent d'appréhender ce côté quantitatif de l'être. Si nous observons donc le monde qui nous entoure, nous décelons déjà deux types de quantités, la quantité interne et la quantité externe. Tout d'abord ma propre quantité, la quantité inhérente aux objets. Par exemple, ma masse corporelle. Mais il y a un autre genre de quantité qui est, par exemple, la distance externe entre moi et la maison qui me fait face, entre moi et cette tour Eiffel. D'ailleurs, on peut voir le jeu de profondeur qui est spécifiquement sur cette photo, un jeu au niveau des quantités externes, de la distance. Il s'ensuivra deux concepts. Tout d'abord, il existe une quantité continue. Ce sont les parties divisibles d'un même corps dont la fin de l'une est le commencement de l'autre. C'est une quantité qui est foncièrement liée à la matière, inhérente à l'être lui-même. Ce sont toute l'addition de mes cellules, entre elles, qui sont limitées. Mes cellules ne sont pas cette caméra, mes cellules ne sont pas ce bureau sur lequel je suis. Elles sont comme limitées dans l'espace et elles sont continues entre elles jusqu'à former mon corps. C'est ce qu'on nomme le continu. Le discontinu provoque directement dans l'esprit la notion de nombre. Par exemple, tout à l'heure, entre moi et la tour Eiffel, il y a deux êtres. Toi et moi, nous sommes deux êtres humains. C'est la naissance de la notion de nombre et il faut maintenant rapidement y venir pour pouvoir comprendre, pour pouvoir quantifier les choses. Il s'agit de la quantité discontinue ou divisée. Par exemple, tant de centimètres, tant de cellules, tant d'atomes, etc. On distingue le nombre nombré lorsqu'on va nombrer, compter des éléments, 3 chaises, 3 pommes, 3 tables, 3 livres. Et également, on distingue le nombre nombrant, c'est-à-dire le nombre abstrait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Des nombres que nous pouvons concevoir comme étant une quantité, mais qui ne sont pas ancrés dans la réalité, c'est-à-dire que c'est une abstraction. Et c'est un élément auquel nous allons souvent revenir, cette capacité à abstraire dans l'être humain. Voyons maintenant la notion d'unité, puisque la quantité, en fait, c'est ce qui permet de compter les unités qui constituent cette quantité. On se sert donc de l'unité pour compter et quantifier. Il existe l'unité transcendantale, qui est la propriété de tel être à être indivisible. Je suis un, moi. Je suis une personne. C'est la question de l'être entier. Nous allons y revenir lorsque nous aborderons l'unité ontologique en métaphysique. Il existe également l'unité prédicamentale, et c'est tout à fait celle-ci qui va nous intéresser en physique, c'est-à-dire une unité numérique, qui est un concept servant à quantifier. C'est le nombre en soi. Nous étudierons en métaphysique ce que l'on entend par prédicament. Mais cela pose une question, nous qui sommes souvent, nous qui prenons par principe d'étudier le réel sans a priori, en observant la nature autour de nous et en observant le monde qui nous entoure. Comment est né le nombre ? L'unité et le nombre sont le premier degré d'abstraction. C'est la première fois que l'homme va abstraire à donner des choses qui l'entourent pour en faire un concept et une notion qui n'est plus rattachée directement aux réalités. Pour compter, nous ne comptons pas une pomme, deux pommes, trois pommes, nous comptons 1, 2, 3. Donc nous pouvons voir qu'il existe dans l'homme une capacité inhérente, une capacité innée à abstraire. Notons bien que ce n'est pas le nombre
qui est inné dans l'homme. Nous ne naissons pas en connaissant les tables de multiplication. Par contre, nous naissons avec la capacité de les comprendre sans les incorporer, sans les incarner à la réalité. Cette abstraction est le résultat de l'interaction de notre intelligence avec le monde. C'est une capacité innée. En fait, si l'on regarde cette chose, cet élément constitutif de notre intelligence de plus près, si l'on veut vraiment percevoir l'importance de l'abstraction numérique, on démontre simplement que le nombre prouve que l'intelligence possède cette capacité innée de concevoir l'unité des êtres, puisqu'elle va les compter, et prouve que l'intelligence peut également abstraire, c'est-à-dire concevoir des concepts en dehors des contingences physiques, en dehors de l'incarnation de ces concepts dans la réalité. Le nombre est d'un certain point de vue universel. Tout peut être quantifié et nombré, à tel point que même Dieu est un. Si Dieu est la cause de l'univers, la cause première de l'univers, comme nous l'enseigne Aristote et bon nombre de philosophes, c'est parce qu'il est un. C'est d'abord la première cause après laquelle on ne peut plus remonter. Donc, Dieu, même s'il n'est pas quantifiable par rapport à de la matière, il est unité. C'est tout de même un lien avec la divinité. Et nous verrons, lorsque nous aborderons la métaphysique, à quel point on peut dire que la philosophie possède une caractéristique divine. Par ailleurs, le nombre est ce que l'on appelle le nombre est le chiffre, l'unité est ce qu'on appelle un être de raison. Le 1, le 2, le 3, le 4 n'existent pas dans la réalité, ils n'existent que dans notre intelligence.